Merci beaucoup. Merci pour eux et vraiment, ils le méritent. Et donc là, on va demander à Joël de nous lancer la vignette, effectivement, parce que vous allez voir, il y a un petit clin d'œil. Il y a un petit clin d'œil, vous allez voir pour eux, parce que... I call you, I need you, my heart's on fire. You come to me wild and wild. You come to me, give me everything I need. Give me a lifetime of promises and a world of dreams. Speak the language of love like you know what it means. And it can't be wrong. Take my heart and make it strong. You're simply the best. Better than all the rest. Better than anyone. Anyone I ever met. I'm stuck on your heart. I hang out every word you say. On dansera ce soir. Ça a l'air d'être un gros sujet hein, quand même dans la journée. Je pense qu'on pourrait facilement y passer une journée, même plus. Et effectivement, ça fait 3 ans qu'on bosse sur le sujet. Alors peut-être contrairement à l'habitude, je ne vais pas vous demander d'éteindre vos téléphones portables. Je vais vous demander de les allumer, de les brancher sur enregistrement, de retweeter, de refacebooker, de reliker, de commenter, d'envoyer partout à tous les gens que vous connaissez ce que ces gens vont vous dire. Car tous ces gens éminents, si vous n'êtes pas là, ils n'existent pas. Et donc, vous êtes puissants à ce que ce message soit transmis, et ce message est le plus important de tous. Alors, Carole, à toi la parole peut-être pour commencer à inviter nos orateurs à parler. Oui, je suis d'accord avec le petit hommage de Tristan, Simply the Best, c'est bien vous. Et donc, je vais laisser la parole en premier à Alexandra, directrice de recherche à l'INSERM, retraitée, directrice de l'Institut Simplissima, dont le livre, à l'heure actuelle, cartonne et premier des ventes derrière celui du Prince Harry. Peut-être que tu vas le détrôner, on ne sait jamais. Donc, on compte sur vous pour détrôner le Prince Harry. Je te laisse la parole, Alexandra, si tu veux bien venir au pupitre. Il paraît que le public entend mieux quand l'orateur est au pupitre. Alors, je suis très intimidée. Et même si je sais que, voilà, j'en ai pas l'air, je suis très intimidée parce que c'est un long chemin, Louis, Carole, qu'on a parcouru ensemble très tôt, depuis le début. C'est le chemin de Réinfo. Et je me souviens de ce partage, de ces premières vidéos qu'on faisait avec Frédéric, je ne sais pas s'il est dans la salle, où on essayait de partager nos compréhensions, nos outils pour essayer une seule chose, c'est de faire en sorte que vous ayez les mêmes outils que nous avions pour vous faire votre idée.
Et effectivement, il n'y avait pas d'autre interprétation possible très vite, hein, quand on regardait des outils comme Euromomo, qui était cet outil qui nous donnait les excès de mortalité. C'était aussi le partage d'articles scientifiques, de cet article signé par Fauci, qui reprenait toutes les pandémies en expliquant que finalement, à aucun moment, les gens mouraient de virus, mais les gens mouraient des infections bactériennes secondaires. C'est pas mal de partages aussi de Laurent Mukili, etc., que on a fait grâce à vous, grâce à votre implication. Et donc, je ne sais pas s'ils ont eu leur standing ovation, Louis et Carole, mais moi j'aimerais bien qu'ils l'aient. Tu vois. C'est superbe. Merci d'être à la hauteur de la situation. Parce que finalement, ce que nous vivons, et vous l'illustrez parfaitement par vos applaudissements, c'est que vous avez compris qu'on était une chaîne d'individus avec chacun nos qualités, nos défauts. Aucun de nous n'est une star, aucun de nous n'est un gourou, mais nous avons la curiosité de chercher, nous avons la curiosité d'essayer de comprendre, et nous prenons nos outils là où nous savons les prendre. Et c'est vrai que dans ce panel, eh bien, il y a une belle diversité d'expertise qui montre un petit peu la force d'éclairer un même objet, une même réalité par chacun de nos petits outils. Ça me semble important de le préciser parce que c'est en fait une guerre. D'ailleurs, il nous l'avait dit, hein. Comme quoi, il dit des choses vraies parfois. Mais c'est une guerre, ce qu'il nous avait pas dit, c'était que c'était une guerre de la vérité contre le mensonge. Et donc, c'est une guerre de la lumière contre les ténèbres. Alors, nous ne sommes pas des lumières, mais ce que nous apportons, c'est chacun notre petite lampe torche à l'aune de notre expertise, qui sont des expertises différentes. Et avec notre petite lampe torche, on démasque les différents mensonges qu'on nous a servis. On peut pas tous les démasquer, on peut pas faire toutes les batailles parce qu'on ne peut pas se démultiplier, mais nous avons, je pense, sur ce panel, vous avez une magnifique représentation du fait que nous sommes en compréhension de tous les combats. C'est mon téléphone, peut-être. Alors voilà, pour une fois que j'étais obéissante. Donc voilà, donc un peu de rire dans ce monde de brut, un peu d'émerveillement, ça me semble important. Rapidement, pour finalement illustrer ce que le panel des politiques nous ont servi tout à l'heure, quelques petites phrases. JDD. Le 1er mars 2000, en juillet, attendez, c'est en juin, attendez, je vais pas dire de bêtises, hein. Le 13 juin 2020, le journal du dimanche, hein, le grand journal du dimanche, le magnifique journal du dimanche, j'espère que vous êtes tous abonnés, n'est-ce pas, nous dit plus d'1 million d'articles sur l'épidémie ont été publiés dans la presse depuis le 1er mars. Comment voulez-vous échapper à un tel rouleau compresseur? Alors oui, les uns et les autres ont été plus ou moins perdus, perturbés, parce que 1 million d'articles sur un truc qui circulait déjà depuis 1 an, en 2019, de tout ce que nous avons comme étalon pour voir que ce soit les eaux usées ou que ce soit des anticorps chez des patients,
eh bien, effectivement, ça semble beaucoup, ça semble démesuré. Et donc, on comprend bien le mot pandémie qui nous sera illustré tout à l'heure. Ensuite, j'ai envie de faire parler ceux qui nous ont bousillé notre vie pendant 3 ans. Je veux parler d'une phrase qui fait quand même pas mal de lumière. Donc, en fait, c'était en mars 2000. Alors, attendez, que je dise pas de bêtises, je suis désolée parce que je devais l'imprimer, mais j'ai pas pu. Le 10 mars 2022, Monsieur Bourla, qui est le patron de Pfizer, qui dit « La technologie d'ARN messager n'a jamais délivré le moindre produit à ce jour, ni un vaccin, ni aucun autre médicament. » Il rajoute, en parlant des scientifiques, « J'ai été surpris quand ils m'ont suggéré que c'était la façon de poursuivre. J'ai suivi mon instinct qui me disait qu'il savait ce qu'il disait. » Nous avons donc été presque 70% de la population a reçu une dose parce que certains avaient un instinct qui leur disait qu'ils savaient ce qu'ils disaient. Voilà qui est effectivement très inquiétant. Autre aspect sur lequel je ne décolère pas, que tous les médecins se mettent ensemble pour faire une tribune. On leur a dit que la phase 3 était terminée. Elle vient en ce mois de mai de s'achever. Et on leur a dit, parmi les fake news qu'on entend, il y aurait on leur a dit ça en juillet 2021. Donc, juillet 2021, vous vous souvenez, on est à 10 jours de l'allocution du président de la République. Parmi les fake news qu'on entend, il y aurait celle qui consiste à dire que le vaccin serait encore en cours d'expérimentation. C'est absolument faux. La phase 3 est terminée depuis des mois. Elle est validée. Ah, c'est pas mal, hein, plus de 2 ans d'avance. 3 milliards d'injections ont été réalisées sur la planète Terre. Les choses se déroulent au mieux. Vous pouvez y aller. Il n'y a aucune inquiétude à avoir. Pourquoi? Si tous les médecins qui ont un nom de déontologie, et je veux croire qu'il l'est, ne réclament pas une tribune en disant « on nous a menti ». On nous a dit que cette phase 3 était terminée en juillet. Oh, excusez-moi. Hein. C'est pour que je me réveille à 15h26, c'est bien. On nous a menti parce qu'on nous a dit que cette phase 3 était terminée et elle n'était terminée qu'en mai 2023. C'est une supplication que j'ai. Pourquoi? Parce que la suite, vous le savez, elle est rythmée à coup d'annonces, à coup d'expérimentation sur l'ARN messager notamment, puisque ça, j'en suis un petit peu la littérature. On nous annonce qu'on va utiliser ces ARN messagers de façon plus généralisée sur les animaux de ferme contre les maladies traditionnelles. On nous annonce que sur des maladies traditionnelles comme le cancer, comme le diabète ou en Afrique contre la malaria, on va nous servir de l'ARN messager. Et puis, il y a des industries, des entreprises qui sont construites dans les différents pays. Je veux parler du Kenya, je veux parler du Canada et de Jérusalem pour les différentes industries qui sont construites. Donc effectivement, la route est encore longue. Et face à cela, si jamais le corps médical ne se lève pas d'un seul homme sur une acceptation commune du fait que déontologiquement, on leur a menti sur un point, je vois pas très bien comment on peut freiner, parce que vous savez très bien que derrière, il y a de locomotives lancées à pleine vitesse, celle de l'OMS, pour prendre la gestion de la santé dans les différents pays. Voilà, je ne sais pas combien de temps j'ai, mais je pense que je voulais juste, donc, vous voyez, brosser un espèce d'aspect finalement qui nous fait revenir à la peur, qui nous fait revenir aux mensonges, aux différents mensonges qu'on a entendus, à certaines vérités qui ont été énumérées, par exemple par Bourla. Je dirais aussi celle de Janssen, la directrice des développlements de vaccins. Alors que ce soit Moderna ou Pfizer, on est d'accord que c'est pareil en fait, hein, ou pour tout ARN messager.
qui nous avait annoncé que on était finalement, que c'était comme dans un avion. Donc, nous pilotions, attendez, il faut que je retrouve la phrase très exactement, nous pilotions l'avion pendant que nous étions encore en train de le construire. Que voulez-vous dire de plus? Laissons-les parler, écoutons-les et sachons être à la hauteur de la situation. On a compris aussi que on envoie des espèces de ballons à détruire, AstraZeneca, Johnson & Johnson, qu'on a détruit très vite. Là, on a l'impression que sur la bronchiolite, c'est Sanofi qu'on nous balance en espèce de poisson pilote pour mieux arriver en nous expliquant que la solution est dans l'ARN messager. Vous ne comprenez, je n'ai toujours pas compris pourquoi ces effets secondaires qu'on a pu voir chez Johnson & Johnson, AstraZeneca, Pfizer, Moderna n'ont pas été également mis en lumière dans le même timing qu'ils pouvaient l'être. C'est quelque chose que je ne comprends pas. Enfin, je le conçois, mais je ne comprends pas comment est-ce qu'on a assisté à tout cela et qu'on n'a pas su faire face et démasquer. Donc, comment une partie de la population qui est l'édifice finalement de la santé, les médecins, se mettent ensemble, c'est ma supplication. Merci beaucoup pour les suspendus. Merci de votre aide extraordinaire et du soutien que vous apportez à ce livre qui, effectivement, est ce petit domino qui fait tomber les autres dominos. Nous l'espérons tous. Merci à Alexandra donc, pour cette rétrospective qui nous a un peu rappelé finalement tout ce qui s'est passé autour des AMM de ces vaccins. Et effectivement, tu as bien souligné le fait qu'il y a eu une confusion énorme qui a été entretenue entre la fin d'une phase expérimentale 3 et une autorisation de mise sur le marché qui, je le rappelle, n'a été que conditionnelle au départ. Donc il faut bien comprendre qu'un médicament peut être mis sur le marché de manière conditionnelle, voire même de manière standard, bien que la phase 3 ne soit pas terminée. Or, malheureusement, cette phase 3, dont nous attendons tous les résultats avec impatience, eh bien, ne verra jamais sa fin réelle, étant donné qu'il faut comprendre que la FDA, donc la Food and Drug Administration, qui est une autorité de santé américaine, a autorisé le laboratoire Pfizer à vacciner le groupe placebo. Si vous vaccinez le groupe placebo, vous n'avez plus de comparateur et donc nous ne connaîtrons jamais les résultats de l'essai de phase 3 pour ces vaccins à 2 ans. Nous n'aurons que des résultats partiels à 6 mois. Voilà. Et je vais, si on les a un jour, les vrais. Et donc, de nombreux effets indésirables étaient par ailleurs prévisibles, comme l'a étudié le professeur Sabatier, directeur de recherche à l'INSERM, et qui va venir au CNRS, pardon, excuse-moi. Oh mon Dieu. La bourde. Et tu vas venir nous parler de la relation entre les effets indésirables liés à ces vaccins et le système rénine-angiotensine. Je te laisse la parole. Bonjour, je tiens tout d'abord à vous remercier de m'avoir invité. Ah oui, un petit peu plus haut. Ouais, ok, merci. Je tiens à vous remercier déjà de m'avoir invité à vous parler aujourd'hui, et également les auditeurs. Hop. Voilà, je vais vous parler des effets. Donc, alors je vais tâcher de parler un peu plus fort. Voilà, là, je pense que vous m'entendez. Ouais. J'essaie un dernier coup comme ça. Là, ça va? Ouais. Hop. Ouais. Bon. Voilà, je vais tâcher de vous expliquer en fait comment arrivent ces pathologies de la Covid. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le virus SARS-CoV-2, qui est responsable de la Covid, donc c'est un coronavirus qui dérègle un système physiologique qui est de première importance donc pour le fonctionnement du corps humain,
puisque c'est le système numéro 1, hein, vraiment pour piloter les différents tissus et organes du corps humain. Et ce qui se passe, c'est que lorsqu'on est infecté par le virus SARS-CoV-2, on a un dérèglement de ce système. Et il faut savoir aussi que ce système peut être déréglé de la même manière par les injections vaccinales, notamment par les injections vaccinales à ARN messager. Alors, pour que vous compreniez un petit peu mieux comment ça fonctionne, il faut que je vous explique aussi en quoi consiste le système rénine-angiotensine, qui est dérégulé par la présence du virus SARS-CoV-2, voire par une injection vaccinale. Donc, c'est un système qui est très important, puisqu'il est ubiquitaire, c'est-à-dire qu'on le retrouve partout, au niveau de toutes les cellules, des tissus et des différents organes du corps humain. Donc, on le retrouve dans le cerveau, on le retrouve dans les gonades, dans le cœur, poumon, foie, pancréas, rate, glandes surrénales, dans tout le système vasculaire. Enfin, il est vraiment partout. Et ce système est impliqué en fait dans les fonctions automatiques, c'est-à-dire autonomes, rénales, pulmonaires, cardiovasculaires. C'est un système qui pilote également l'immunité innée et qui pilote les différentes flores microbiennes, hein, donc les différents microbiotes, hein, que ce soit le microbiote intestinal, qui est le deuxième cerveau, ou le microbiote vaginal, cutané, buccal. Voilà. Et donc, pour retracer les quelques étapes donc, du système rénine-angiotensine, en fait, il est très complexe, mais je vais résumer. Si vous voulez, au niveau du foie, vous avez une substance qui est produite qui s'appelle l'angiotensinogène. Et cet angiotensinogène va être dégradé par une enzyme qui s'appelle la rénine, qui est produite par le rein. En fait, elle est produite par d'autres organes, mais initialement, on pensait qu'elle était produite que par le rein. Et donc, cet angiotensinogène va être dégradé par juste la rénine pour donner angiotensine 1. Cette angiotensine 1, à son tour, va être dégradée par un autre récepteur qui s'appelle ECA, qui est l'enzyme de conversion. Et elle va produire une hormone qui s'appelle l'angiotensine 2. Et cette angiotensine 2, c'est la clé des maladies Covid, puisque c'est elle qui va suractiver un récepteur qui va être responsable des maladies Covid. Donc normalement, cette angiotensine 2, elle est dégradée par un autre récepteur qui s'appelle ECA2. C'est l'enzyme de conversion de l'angiotensine 2. Normalement, elle est dégradée en angiotensine 1,7, qui est une autre hormone. Et ce qui se passe, c'est que le virus SARS-CoV-2, par l'intermédiaire de sa protéine spike, la protéine de pointe, est capable de reconnaître ce récepteur ECA2. Vous avez également la protéine spike produite par les vaccins, notamment les vaccins ARN, justement, est également capable, dans une certaine proportion, de reconnaître ce récepteur. Et donc, en se fixant sur ce récepteur, les protéines spike, soit virales, soit vaccinales, vont gêner la dégradation de cette angiotensine 2, qui va se retrouver en excès. Et cet excès va conduire à la suractivation d'un autre récepteur qui s'appelle AT1R. Et le récepteur AT1R, c'est vraiment le récepteur qui est responsable des maladies Covid. Et ça, on l'avait décrit, en fait dès mars 2020, année durant laquelle on a publié un article, on avait décrit le mode d'action du virus sur ce récepteur. Alors, cet excès d'angiotensine 2 donc, suractive le récepteur AT1R. Alors, c'est un récepteur très complexe, ça fait partie des récepteurs les plus complexes qu'on connaisse. Hein. C'est un récepteur à 7 segments transmembranaires couplés aux protéines G, donc ça vous dira pas grand-chose, mais en tout cas, il est capable de faire beaucoup de choses. Et il est notamment pro-hypertenseur, c'est-à-dire qu'il provoque une vasoconstriction des vaisseaux sanguins. C'est un récepteur aussi qui est pro-inflammatoire, c'est-à-dire qu'il va induire un orage de cytokines qui est très délétère, hein, qui provoque une grosse inflammation, notamment parce qu'il relargue des cytokines pro-inflammatoires comme l'interleukine 1, l'interleukine 1 bêta, l'interleukine 6, le TNF-alpha, l'interféron GABA. Donc, il provoque vraiment une grosse inflammation. C'est un récepteur aussi qui est pro-oxydant, c'est-à-dire qu'il lance un stress oxydant au niveau des cellules qui est très délétère parce que ça peut tuer les cellules en les mettant en mort cellulaire programmée, c'est-à-dire en apoptose, et ça peut également les mettre en dysfonctionnement autophagique. Donc, c'est un effet très délétère. C'est un récepteur suractivé, donc AT1R, qui est aussi pro-angiogénique, c'est-à-dire qui va favoriser la vascularisation la croissance des vaisseaux sanguins. Et donc, c'est grave parce que ça facilite la croissance de tumeurs et ça peut également lancer des tumeurs et donc des cancers. Donc, c'est un récepteur aussi qui est pro-hypoxémique, c'est-à-dire qu'il diminue en fait la charge en dioxygène des globules rouges. Donc, il provoque une désaturation du sang en dioxygène. Et comme il est pro-hypoxémique,
il est aussi prohypoxique, c'est-à-dire qu'il diminue aussi la charge, c'est-à-dire il met les organes et les tissus en insuffisance en dioxygène, et évidemment, c'est très important pour que les cellules et les organes puissent fonctionner, qu'il y ait de l'oxygène. Donc, c'est un récepteur aussi qui est profibrosant, c'est-à-dire il induit une fibrose d'organes, dont le cœur et les poumons. Il est également prohypertrophique parce que le système rénine-angiotensine est impliqué dans tout ce qui est différenciation et prolifération cellulaire, et du coup, il fait grossir les organes. Ce qui implique aussi qu'il est pro-cancéreux, donc pro-angiogénique aussi, justement parce que le cancer, c'est une prolifération anarchique des cellules. Hein. Donc lui, il provoque justement cette multiplication cellulaire. Et puis un dernier effet qui est décrit, c'est qu'il fait chuter le monoxyde d'azote, qui est une substance qui est très importante, parce qu'elle est impliquée dans tous les phénomènes immunitaires, amnésiques et inflammatoires. Donc vous voyez que c'est un récepteur suractivé qui est complètement indispensable pour que le corps humain fonctionne correctement, mais par contre, quand il est dysfonctionnel, il est capable de mettre un gros bazar dans l'organisme, parce qu'il régale tous les organes et tissus, puisqu'on retrouve ces récepteurs et le système rénine-angiotensine au niveau de tous les types cellulaires, hein, que ce soit des cellules épithéliales, endothéliales, des cellules nerveuses, des cellules du système immunitaire, hein, même aussi au niveau du système nerveux. Hein. Il est présent, on le retrouve au niveau des neurones, des oligodendrocytes, des astrocytes, des cellules microgliales. Donc, toutes ces cellules sont potentiellement infectables par le SARS-CoV-2 et donc peuvent subir les dégâts justement d'une infection avec ce type de virus. Donc, vous voyez que ce récepteur donc provoque plein de choses, hein, suractivé. Donc, vous avez donc des pro-hypertenseurs, donc pro-inflammatoires, pro-thrombotiques, puisqu'il fait des thromboses aussi, pro-angiogénique, pro-oxydant, il est pro-hypoxémique, et pro-hypoxique, pro-fibrosant, pro-hypertrophiant, il fait chuter le monoxyde d'azote. Donc, vous voyez, il peut faire plein de choses. Alors, ça se traduit par quoi? S'il est capable de faire tant de choses, c'est qu'il active des tas de voies de signalisation cellulaire. Donc, les trois principales, c'est des voies, bon, c'est un nom un peu barbare, mais qui s'appelle P38 MAPkinase, JAK-STAT, NF-kappa-B, et il active des dizaines d'autres voies. Alors, concrètement, ça se passe comment? Il provoque 4 phénomènes qui répondent justement des pathologies qu'on observe dans la Covid et dans les Covid longs. Il provoque tout d'abord un SAM, c'est-à-dire un syndrome d'activation macrophagique. Après, il est capable de provoquer un SAMA, c'est-à-dire un syndrome d'activation mastocytaire. Il provoque aussi un SIBO, c'est-à-dire un syndrome qui correspond en fait à une pullulation des bactéries du côlon, c'est-à-dire du gros intestin, qui remontent dans l'intestin grêle et qui se mettent à mettre le bazar en fait dans l'intestin grêle. Donc je vais vous détailler ça assez rapidement. Et puis le quatrième point, c'est que ça provoque une hypokaliémie, c'est-à-dire un déficit sanguin en potassium. Alors, je vais reprendre les 4 phénomènes essentiels parce que ce sont eux qui sont responsables donc de toutes ces pathologies plus ou moins invalidantes qu'on retrouve dans la Covid-19. Alors, dans le SAM, qui est le syndrome d'activation donc macrophagique, il faut savoir que c'est une cellule de l'immunité innée. Hein. Dans les cellules de l'immunité, vous avez les monocytes circulants, vous avez les macrophages, vous avez les cellules dendritiques, vous avez les granulocytes, éosinophiles, basophiles, neutrophiles, vous avez les cellules, les mastocytes, et puis vous avez les cellules NK, les natural killers, qui sont à l'interface de l'immunité adaptative ou acquise, qui reposent, elles, sur les lymphocytes B et les lymphocytes T, aussi bien les lymphocytes CD4 auxiliaires que CD8 cytotoxiques. Donc, cette immunité innée, elle est pilotée par le système rénine-angiotensine, qui est dérégulé donc, par la présence de la protéine spike vaccinale ou du virus. Et donc, c'est pour ça qu'il y a un bazar. Alors, dans le cadre du syndrome d'activation macrophagique, qu'est-ce qui se passe? En fait, ce sont les macrophages qui deviennent hyperréactifs. C'est-à-dire qu'ils sont trop réactifs et ils se mettent à s'attaquer donc aux cellules sanguines. Hein, ils attaquent les cellules de la moelle osseuse, y compris les cellules souches. Alors, dans ces cellules de la moelle osseuse, vous avez quoi? Vous avez tout d'abord les globules rouges. Donc, en s'attaquant aux globules rouges, en tuant des globules rouges, ils provoquent une anémie. Parallèlement, il s'attaque aux lymphocytes. Donc, il est capable de provoquer une lymphocytopénie, c'est-à-dire un déficit de globules blancs, sauf justement les granulocytes neutrophiles qui, eux, au contraire, se mettent à proliférer. C'est les seules populations donc, de cellules de l'immunité innée qui prolifèrent lorsqu'il y a cette attaque par les macrophages. Et puis, vous avez aussi les thrombocytes, c'est-à-dire les plaquettes sanguines qui sont responsables donc, de la coagulation, hein, qui est un gros problème dans les cas de Covid long, puisque c'est souvent responsable de la mort des individus par thrombose. Alors, dans le syndrome d'activation
macrophagique, vous avez un phénomène qui s'appelle l'hémophagocytose, qui est justement cette attaque des cellules sanguines qui provoque donc la lymphocytopénie, l'anémie et aussi la thrombocytopénie. Parallèlement, vous avez aussi une chute d'efficacité des cellules natural killer, parce que ça interfère aussi avec la production de molécules qui sont très importantes pour le système immunitaire, notamment les interférons de type 1 et de type 3, qui sont là pour nous défendre contre les agressions microbiennes. Donc vous voyez qu'il y a un effet très délétère. Alors le second phénomène, c'est le SAMA, donc le syndrome d'activation mastocytaire, donc les mastocytes sont aussi des cellules de l'immunité innée. Alors ce sont des cellules sentinelles qui parcourent le corps, hein, la surface de la peau, enfin qui parcourent la peau, et généralement on les retrouve très nombreuses au niveau des capillaires sanguins, près des voies de sortie en fait de l'organisme, hein, c'est-à-dire au niveau des voies aériennes supérieures, au niveau des alvéoles pulmonaires, au niveau de l'anus, toutes les voies de sortie en fait de l'organisme. Ce sont des cellules sentinelles qui sont impliquées dans des phénomènes allergiques. Puis parallèlement, vous avez également la mastocytose, parallèlement au SAMA, qui est la prolifération en fait des mastocytes. C'est un autre phénomène, mais qui est également déclenché par un SAMA, justement par le syndrome d'activation macrophagique, par la stimulation de ces mastocytes plutôt. Et donc dans ce syndrome-là, ce qui se passe, c'est que les mastocytes se mettent à dégranuler des tas de substances. Hein, ce sont donc des cellules du système immunitaire, et elles peuvent généralement dégranuler d'histamine, mais elles peuvent dégranuler jusqu'à 200 substances différentes. Par exemple de la dopamine, de la sérotonine, des prostaglandines, des tryptases. Elles peuvent dégranuler aussi même le récepteur ECA, donc l'enzyme de conversion d'angiotensine 1. Et c'est par cet intermédiaire justement qu'elle a des effets délétères, c'est en dégranulant par exemple de l'histamine. C'est pour ça que les personnes qui ont un Covid utilisent par exemple des antihistaminiques H1, H2, voire H3. Voilà. Et le troisième phénomène, c'est le SIBO. Donc, vous savez, dans le tube digestif, vous avez donc la bouche, vous avez après le pharynx, vous avez l'œsophage, vous avez l'estomac, le pylore, et puis après vous avez l'intestin grêle, c'est le petit intestin, puis après vous avez le côlon qui est le gros intestin. Et ce qui se passe, c'est que vous avez des bactéries au niveau du gros intestin, qui sont des bactéries donc qui fonctionnent sans oxygène, qui sont anaérobies, et qui sont donc gram négatives, hein, qui n'ont pas de parois d'urine, qui remontent dans l'intestin grêle et qui se mettent à pulluler dans l'intestin grêle. Et ça, c'est très problématique parce qu'elles mettent le bazar dans l'intestin grêle. Parce que normalement, dans l'intestin grêle, vous avez des bactéries qui sont des bactéries gram-positives, qui sont aérobies et qui servent à dégrader davantage les aliments. Alors que les bactéries du côlon, anaérobies, elles font autre chose, c'est-à-dire que elles dégradent pas ces aliments, mais elles permettent la fermentation. Ce qui veut dire qu'au niveau de l'intestin grêle, vous avez à la fois la dégradation des aliments, pour avoir des aliments digestibles, et vous avez également la fermentation. Et ça met le bazar parce que les bactéries de l'intestin grêle sont bénéfiques parce qu'elles produisent notamment des vitamines, vitamine K, et vitamine B, B3, B4, B6, B8, B12, etc. Elles sont impliquées aussi dans l'homéostasie au phosphore et au calcium, et elles produisent aussi des acides gras à chaîne courte qui sont très bénéfiques. Et donc ça vient mettre le bazar, et c'est responsable donc de pathologies qui sont très invalidantes. Les plus connues sont l'hypotension orthostatique, hein, donc c'est une hypotension, contrairement au récepteur ATR qui lui provoque une hypertension. Et puis ça peut provoquer aussi, par exemple, un POTS, hein, c'est le syndrome de tachycardie orthostatique posturale. Vous savez, c'est quand vous bougez, à ce moment-là, vous avez une augmentation du rythme cardiaque, et ça s'accompagne d'une faiblesse intense, c'est-à-dire que on a les organes qui portent plus, on peut plus faire d'efforts intenses. Voilà. Jean-Marc, est-ce que c'est OK pour toi d'aller vers la conclusion? Oui, je vais aller plus vite. Bon, je vais finir avec l'hypokaliémie. Alors, l'hypokaliémie, c'est autre chose qui est aussi très important parce que ça explique pas mal de choses. Si vous voulez, quand il y a un excès d'angiotensine 2, quand il y a la suractivation du récepteur AT1R et donc le dérèglement du SRA, vous avez justement une sécrétion due à l'excès d'angiotensine 2 d'une hormone qui s'appelle l'aldostérone.
au niveau des glandes surrénales. Et donc, cette sécrétion d'aldostérone, elle agit sur les tubules rénaux et elle provoque une rétention passive d'eau, c'est-à-dire l'eau qui rentre dans les vaisseaux sanguins, et ça s'accompagne aussi d'une pénétration donc de sodium justement dans le système sanguin, et qui s'accompagne d'une sortie de potassium, hein, puisque ça s'accompagne de l'activation d'une pompe qui s'appelle pompe NAK-ATPA. C'est une pompe qui permet donc un relargage de potassium. Et en fait, ça met le corps en hypokaliémie, c'est-à-dire un déficit de potassium au niveau des vaisseaux sanguins. Et ça se traduit par des pathologies très invalidantes, dont l'encéphalomyélite myalgique, qui est plus connue sous le nom de syndrome de fatigue chronique, mais également ça explique justement des paralysies des membres qu'on observe souvent chez des personnes qui ont des formes sévères de Covid long. Justement, on a des paralysies, ça peut être les membres supérieurs, inférieurs, c'est plus ou moins transitoire et ça provoque des tas de pathologies. Donc, si vous voulez, toutes ces pathologies très très variées qu'on peut retrouver dans les cas des Covid, la Covid-19 ou des Covid longs, c'est des pathologies très variées. Ça peut affecter le système digestif, le système cardiovasculaire, le système nerveux, justement, parce qu'il y a une ubiquité de ce système rénine-angiotensine et qui pilote tout. Il pilote vraiment tous les types cellulaires, voilà, les tissus et les organes. Voilà, j'ai été un peu long, excusez-moi, j'ai dû Merci dépasser. beaucoup, Jean-Marc. Le professeur Sabatier vient de vous expliquer en moins d'un quart d'heure l'ensemble de la pathogénie des Covid longs, des Covid et de la spiropathie post-vaccinale. C'est un exploit. Vous pouvez l'applaudir. Et vous avez appris des mots. SIBO, SAMA, SAM, récepteur à l'angiotensine, etc. Vous pouvez retrouver une publication qu'il a faite, notamment sur France Soir, qui est vulgarisée et qui permet de comprendre l'ensemble de cette pathogénie. Et c'est important que vous entendiez ce qu'il a dit, parce qu'il y a beaucoup de gens qui essayent de trouver dans la vaccination, etc., des choses compliquées, des choses... Mais Spike et les nanoparticules lipidiques, ça suffit. C'est déjà énorme, l'ensemble de ce que ça peut provoquer comme pathologie. Donc, il n'y a pas forcément besoin d'aller chercher d'autres choses. C'est rare que dans une pathologie et des pathologies, on ait une description aussi précise et aussi bonne de ce qui peut être provoqué par l'agent causal, qui est en l'occurrence la toxine de Spike. Et là encore, vous avez un deuxième élément à prendre en compte. Ryan Cole le dit très très bien et en anglais. Imaginez que vous faites produire aux cellules de votre propre corps la toxine qui active l'ensemble de ces phénomènes. Vous êtes devenu fou. Il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire produire à votre corps ce qui le rend malade. C'est de la folie. Et ça rejoint le propos d'Alexandra, que nous sommes en présence d'apprentis sorciers. Alors on va passer à... Merci beaucoup, Jean-Marc. Alors là, évidemment, c'est Hélène Banoun. Alors, quand même, c'est pas rien. Parce que Hélène, elle est même pas payée par le CNRS. Alors... Je suis plus payée par l'INSERM depuis très longtemps. Alors, je vais aller très vite puisqu'on n'a pas beaucoup de temps. Je vais prendre... Vous m'entendez ? Il vaut mieux prendre ces micros-là, ça fait moins peu, c'est ça? Mais si je parle comme ça, c'est bon? Voilà, je vais parler comme ça. Donc, je vais prendre la suite de ce qu'a dit Alexandra et répondre à une ou deux questions qu'elle a posées. Alors, je vais aller très vite, mais si vous voulez l'intégrale de la présentation, c'est sur le crotte-bunker du CSI, c'est la présentation que j'ai donnée à la Commission nationale d'enquête citoyenne. Et moi, je vais vous parler d'un sujet très important qui peut paraître un peu accessoire, mais c'est la réglementation des ARN messagers. Parce qu'en fait, d'après ce qu'on vous a expliqué et d'après ce qu'on sait maintenant, les ARN messagers, ce sont objectivement des produits de thérapie génique. C'est-à-dire qu'on vous injecte un gène qui doit vous faire fabriquer une protéine toxique. Donc, en fait, on vous transforme en OGM. Les gens qui sont vaccinés sont devenus objectivement des OGM. Et donc,
ça, on peut le déduire du mode d'action des ARN messagers. D'ailleurs, lorsque Moderna et Pfizer ont développé les ARN, ils pensaient que les ARN messagers anti-Covid allaient être considérés comme des produits de thérapie génique et devoir subir tous les contrôles de ces produits. Et ils ont donc été très étonnés qu'ils soient considérés comme des vaccins. Alors, le mode d'action officiel donc de l'ARN, ça vous fait produire la spike. L'ARN, il est censé pénétrer dans le muscle. La cellule musculaire produit la spike, qui est reconnue comme étrangère, et le corps fabrique des anticorps. Mais ça, c'est pas si simple. Parce que maintenant, on sait que l'ARN circule dans tout l'organisme, et il est donc traduit en spike dans de nombreux types cellulaires. En plus, l'ARN, il est modifié par rapport à l'ARN du virus, et il produit une spike modifiée, encore plus stable et donc plus toxique. Pardon. Et en plus, on sait maintenant que l'ARN et la spike peuvent persister au moins plusieurs semaines dans l'organisme. Alors, le problème de la réglementation. Donc, ça correspond exactement à la définition des produits de thérapie génique. C'est un acide nucléique qui est traduit en protéines pour exercer son action prophylactique. Sauf que, jusqu'en 2008, les vaccins à acide nucléique, alors les vaccins ARN n'existaient pas, mais il y avait déjà en cours d'expérimentation ou même déjà expérimentés sur des animaux, des vaccins à ADN. Ils étaient considérés comme des produits de thérapie génique. Et qu'est-ce qui s'est passé à partir de 2009? C'est que les agences de réglementation, l'Agence européenne du médicament et la FDA, ont décidé que les vaccins contre les maladies infectieuses, chaque mot compte, pas vaccin, ce qu'ils appellent vaccin contre le cancer, mais vaccin contre maladies infectieuses, seraient exclus de la réglementation des produits de thérapie génique. Alors pourquoi ça s'est passé à partir de 2009? Eh bien en 2009, il y a eu la pandémie H1N1, de grippe H1N1, et dès 2010, Anthony Fauci, donc le directeur de l'Institut des maladies infectieuses et allergiques aux États-Unis, a cherché des solutions pour un vaccin universel contre la grippe. Et il a commencé à penser au vaccin à ADN et certainement au vaccin ARN. En 2011, CureVac et Sanofi, donc deux entreprises européennes, ont entamé une collaboration avec la DARPA, l'agence de recherche des États-Unis, pour développer les vaccins ARN. Et en 2013, la DARPA a accordé à Moderna une subvention de plusieurs millions de dollars pour développer une thérapie ARN contre les maladies infectieuses. Et donc, ça correspond exactement au changement de la réglementation, puisque l'EMA, l'Agence européenne du médicament, a changé la réglementation en 2009 et la DARPA en 2013. La FDA l'a changé en 2013, l'année où la DARPA s'est associée avec Moderna. Donc, il n'y a aucune justification objective d'exclure ces ARN vaccinaux de la réglementation des produits de thérapie génique. Donc, qu'est-ce qui s'est passé quand les ARN ont été mis en essai? Eh bien, normalement, ils étaient soumis à la réglementation des vaccins, qui font partie des médicaments humains. Mais ce qu'on peut deviner à la lecture de l'analyse du rapport de l'agence de médicaments des essais Pfizer et Moderna, c'est que l'agence de médicaments a demandé des essais supplémentaires par rapport au vaccin. Et elle s'est inspirée de la réglementation des produits de thérapie génique, mais elle n'a pas demandé tous les essais qui sont nécessaires. Et en plus, on va voir que, très rapidement, je vous rassure, que certains essais ont été faits, mais l'agence européenne n'était pas satisfaite des résultats. Et donc, ce que je voudrais faire comprendre un peu à tout le monde, et en particulier aux hommes politiques, aux juristes, aux scientifiques, c'est que à l'Agence européenne du médicament, il y a des scientifiques vraiment de très haut niveau qui ont analysé les essais et qui ont fait remarquer tout ce qui n'allait pas. Et il faut s'appuyer sur ces scientifiques de haut niveau pour demander que maintenant, à partir de maintenant, les ARN messagers, dont on vous a dit qu'ils allaient être développés sur toute la planète, eh bien qu'ils soient soumis à ces réglementations de produits de thérapie génique. Parce qu'on a les outils pour les contrôler. Et comme ils veulent en mettre partout, il faut absolument qu'avant de recommencer à injecter la population mondiale avec ces produits, il faut qu'on fasse les contrôles qui n'ont pas été faits. Alors, pour aller très rapidement, par exemple, pour un médicament, et un vaccin, normalement, puisqu'un vaccin fait partie d'un médicament, l'agence européenne demande une pureté de 95% du produit. Eh bien là, pour les ARN messagers, elle est descendue à 55 ou 58. Pourquoi? Et encore, on ne sait pas si c'est vraiment respecté.
on sait que normalement, pour un médicament, un vaccin, il y a un organisme qui contrôle les lots et qui doit détecter l'hétérogénéité. Ben, ça n'a pas été détecté, puisque maintenant on sait, d'après les essais, les effets indésirables, qu'il y a des lots qui sont beaucoup plus toxiques que d'autres. Et donc cet organisme n'a pas détecté. Donc il y a un défaut dans les contrôles. On sait aussi que pour des vaccins, même pour des vaccins, pas pour des produits de thérapie génique, qui utilisent une nouvelle formulation, on doit faire des études de pharmacocinétique, c'est-à-dire l'absorption, comment est absorbé le produit, où est-ce qu'il va, comment il est transformé et comment il est excrété. Et bien ça, c'est nécessaire pour des vaccins à nouvelle formulation. Ben, ça n'a pas été fait, ou vraiment de manière très très succincte sur des animaux de manière insuffisante. Alors, dans les contrôles qui ont été demandés par l'Agence européenne du médicament, l'agence a fait remarquer qu'il y avait des problèmes sur la qualité du produit. Déjà, on ne sait pas comment ils le fabriquent, parce qu'on part d'une espèce d'image miroir ADN et on la transforme en ARN. Eh bien, la méthode n'est pas décrite. La caractérisation du produit, l'ARN, c'est pas suffisant. L'agence européenne a dit que c'était pas bien caractérisé. La capacité à produire la spike, on ne sait pas non plus qu'est-ce qui se passe. Le test n'est pas assez caractérisé. Et alors, il y a des équipes de chercheurs indépendants qui ont retrouvé dans plusieurs pays du monde une importante contamination par de l'ADN. Parce que je vous rappelle, on part de l'ADN au laboratoire pour fabriquer l'ARN. Eh bien, les lots de vaccins sont mal purifiés. Et c'est très inquiétant parce que, surtout dans cet ADN, on a trouvé quelque chose. Alors, je vais utiliser le seul mot technique, c'est le promoteur du virus oncogène SV40. C'est un virus qui est donc cancérigène. Et son promoteur, il est dans la séquence de l'ADN et il facilite l'intégration dans le génome. C'est-à-dire, on a craint que l'ARN du vaccin ou même l'ADN qui contamine puisse s'intégrer dans le génome, d'autant plus qu'il y a ce promoteur du virus SV40. Alors, normalement, si ces vaccins avaient subi la réglementation des produits de thérapie génique, les fabricants auraient dû donner la séquence complète, ce qui n'a pas été fourni. Ils auraient dû fournir des études de stabilité qui étaient en cours au moment de l'autorisation. C'est l'Agence européenne du médicament qui le fait remarquer. On aurait dû rechercher des impuretés qui sont liées aux produits à l'acide nucléique. Ça n'a pas été fait du tout. Normalement, pour un produit de thérapie génique, on doit considérer la voie d'administration la plus défavorable. Donc, on sait que des fois, il est possible que le produit soit injecté dans une veine par erreur. Et donc ça doit être étudié pour un produit de thérapie génique. Quels sont les effets indésirables? Ça n'a pas été fait. Le mode d'action n'a pas été décrit, ce qui est indispensable pour un produit de thérapie génique. Et surtout, des choses très importantes, l'intégration dans le génome, c'est-à-dire la capacité à s'intégrer de manière définitive dans le génome de la personne vaccinée. L'Agence européenne du médicament, pour un produit de thérapie génique, demande que ça soit fait, même si c'est improbable, parce qu'on nous a tous dit, mais non, c'est pas possible, ça s'intègre pas. Eh bien, dans la réglementation, il faut l'étudier, même si c'est improbable. Ça n'a pas été fait. Et surtout, la transmission dans la lignée germinale. C'est-à-dire, on sait maintenant que l'ARN messager, il se concentre dans les ovaires. Pas beaucoup dans les testicules, mais surtout dans les ovaires. Et dans cette éventualité-là, il fallait absolument étudier la possibilité que ça soit transmis dans les ovaires à la génération suivante. Voilà. On aurait dû étudier aussi l'expression de protéines modifiées, c'est-à-dire on n'est pas sûr du tout que cet ARN il produise que de la spike et la spike qu'on a désiré produire. Déjà, elle est toxique, mais s'il y a d'autres protéines qui sont produites, donc on ne connaît pas la toxicité, ça aurait dû être étudié. La toxicité sur la reproduction aussi. Ça a été fait de manière très succincte sur des animaux, sur des rats. Il y a eu des malformations génétiques, il y a eu des avortements spontanés, des fausses couches chez les rats, et les fabricants l'ont noté, mais ont conclu qu'il n'y a pas de problème. La toxicité répétée aussi n'a pas été étudiée, puisque dans les essais, il était prévu 2 doses. Maintenant, on sait qu'on en est à 5 à 6 doses. Ça n'a pas été étudié et c'est absolument indispensable pour un produit de thérapie génique. Et puis surtout, la biodistribution donc, et l'excrétion, c'est-à-dire où est-ce que ça va et comment ça sort du corps.
Et pour un produit de thérapie génique, on doit en particulier étudier cela lorsque la protéine est excrétée dans la circulation sanguine. Et c'est le cas. Il y a plusieurs études qui montrent qu'on retrouve la spike dans le sang. Donc, ça aurait dû être étudié. Et surtout, l'excrétion dans l'environnement, dans les sécrétions, la sueur, les expectorations, la salive, ça n'a pas été étudié. Et surtout, pour un produit de thérapie génique, c'est spécifié excrétion dans le sperme. Ça doit être étudié. Ça n'a pas été fait du tout. Alors, quelque chose qui n'a pas été fait et dont on sait maintenant que ça a lieu, c'est le passage transplacentaire, c'est-à-dire un fœtus peut être vacciné par l'intermédiaire du vaccin administré à sa mère. Ça passe la barrière transplacentaire, ça peut aller chez le fœtus et ça peut fabriquer de la protéine spike chez le fœtus. Et on a vu des fœtus qui font des AVC et des infarctus. Non, ça n'existe pas, quoi, normalement. Et l'Agence européenne du médicament a noté dans sa revue que aucune donnée n'est disponible sur ce sujet. Il y a aussi le passage dans le lait maternel. Elle note que le sujet n'a pas été étudié. Aussi un détail, c'est qu'en fait, le peu d'études qui ont été faites n'ont pas été faites sur la formulation finale, c'est-à-dire ils n'ont pas pris l'ARN dans la nanoparticule, ils ont pris des petits morceaux de la nanoparticule, ou alors ils ont pris carrément un ARN différent. Donc, enfin, c'est pas du tout sérieux, quoi. Et donc, ils auraient dû étudier le devenir du vaccin complet. Et alors, ce qui est au niveau du passage dans le lait maternel, on sait maintenant par au moins 4 publications internationales que ça passe dans le lait dans les 7 jours, c'est-à-dire entre le jour de l'injection et pendant une semaine, ça peut être présent dans le lait et ça peut donc être absorbé par le bébé qui est allaité. Et on sait que le vaccin résiste au suc gastrique et qu'il peut exercer son action sur le bébé. D'ailleurs, par un document déclassifié de la FDA, on apprend que des effets indésirables ont été recensés dès le début des injections. Normalement, les femmes enceintes et les femmes allaitantes n'étaient pas concernées, mais il y a eu des soignantes, par exemple, qui ont dû être vaccinées, qui étaient allaitantes ou enceintes. Et donc, on a noté des effets indésirables chez des bébés allaités, justement, dans les 7 jours après la vaccination. Donc, ça correspond à ce qui a été publié par la suite. Et en fait, la FDA, l'agence de régulation américaine, elle ne remet pas du tout en question la détection de l'ARN dans le lait. Mais il y a une pétition citoyenne qui lui a demandé d'inscrire sur l'étiquette des vaccins, attention, l'ARN peut aller dans le lait. Eh bien, la FDA a répondu non, c'est pas la peine, c'est pas un problème. Donc, en fait, pour eux, c'est pas un effet indésirable que le vaccin aille dans le lait. Alors, est-ce que c'est un effet désirable? On peut se poser la question. Il faudrait leur poser la question. Voilà, bon, il y a encore d'autres, l'étude de la génotoxicité, c'est-à-dire la toxicité sur le génome et la possibilité d'induire des cancers qui n'a pas été étudiée. La suppression immunitaire aussi, ça c'est indispensable pour des produits de thérapie génique, ça n'a pas été fait. Et on sait maintenant que le vaccin, il induit une suppression immunitaire et une immunotolérance qui peut expliquer les nombreuses infections de toutes sortes qui arrivent après la vaccination et les cancers malheureusement. Et enfin, pour finir, la FDA, elle exige pour les produits de thérapie génique un suivi à long terme des effets indésirables, c'est-à-dire sur 5 à 15 ans. Et ce suivi à long terme ne s'applique pas pour les vaccins, mais il s'applique pour les produits de thérapie génique. C'est-à-dire si les vaccins ARN avaient subi la réglementation des produits de thérapie génique, on aurait déjà dû étudier pendant 15 ans, sur la phase 3, les effets indésirables à long terme, avant de commencer à penser à l'injecter à la population. Et précisément, la FDA demande qu'on suive les effets indésirables suivants: des cancers, des maladies neurologiques, des maladies rhumatologiques, des maladies hématologiques et des infections. Eh bien, toutes ces pathologies sont signalées après les vaccins ARN. Et c'est dans de nombreuses publications scientifiques. Donc, tout ce qui était à craindre pour un produit de thérapie génique s'est malheureusement passé pour ces vaccins ARN parce qu'on n'a pas appliqué la réglementation. Donc voilà, pourquoi on n'a pas appliqué cette réglementation? Alors, comme je vous l'ai dit, l'Agence européenne du médicament, elle a fait son travail. Elle a, pas complètement, parce que, enfin, les vaccins ont échappé à la réglementation globale, mais elle a fait remarquer que certains essais n'étaient pas concluants. Et on sait maintenant qu'elle a subi des pressions du gouvernement américain et de l'Union européenne pour approuver les vaccins, malgré l'effet non concluant des essais. Alors, moi, ce que je voudrais demander à tout le monde, c'est qu'on prenne conscience et qu'on en parle, qu'on sait maintenant
qu'ils veulent mettre de l'ARN partout. Bon, chez les animaux, c'est déjà le cas. Il y a des vaccins ARN chez les animaux. Ils veulent transformer tous les vaccins futurs en vaccins ARN, en particulier la grippe. Ça va arriver très vite. Et ils veulent aussi développer les thérapies pour des maladies génétiques et pour des cancers. Donc, il faut absolument que tout ce qui est ARN messager, que ce soit pour un cancer ou pour une maladie infectieuse, soit soumis à cette réglementation. Parce que je vous rappelle que la même molécule, dans la même formulation, elle est soumise à la réglementation des thérapies géniques si c'est pour soigner un cancer, mais pas si c'est pour prévenir une maladie infectieuse et être injectée à toute la population mondiale. Voilà, donc il n'y a aucune justification. Voilà, donc je pense que c'est très important pour l'avenir, parce que la Covid, c'est la partie émergée de l'iceberg, c'est ce qui nous prépare depuis 20 ans avec les gains de fonction et l'ARN messager partout. Voilà, merci. Merci Hélène. Vous avez écouté Alexandra, Jean-Marc et Hélène. Et moi, c'est un sujet que je commence à bien connaître, quand même, à force. Et j'ai encore envie d'hurler. J'ai encore envie d'hurler à l'intérieur. Et je sais que ma femme, qui est là-bas, parce que je la connais bien, elle aussi. Parce que une grande partie de ce qu'a dit Hélène, ça fait plus de 2 ans et demi qu'on le sait. C'était marqué dans les AMM conditionnels. L'Agence européenne du médicament a fait son travail jusqu'au moment où il fallait ne pas mettre le tampon de validation et dire c'est n'importe quoi, vous faites n'importe quoi, vous êtes devenus fous. Carole, est-ce que tu veux dire un mot là-dessus? Mais peut-être. Oui, moi j'ai beaucoup lu, hein, c'est devenu mon livre de chevet d'AMM des vaccins et tous les documents qui y sont afférents. Et donc pour faire le lien peut-être entre la présentation de Jean-Marc et de Hélène, eh bien il faut savoir que sur les tests d'immunotoxicité qui sont quand même qui paraissent quand même normalement indispensables pour un vaccin, puisque le vaccin va agir donc sur l'immunité du patient, il faut savoir que dans les essais précliniques, c'est ce qui arrive avant la phase clinique qui se fait sur l'homme. Donc les essais précliniques concernent soit les animaux, soit des cultures cellulaires. Eh bien, l'immunotoxicité a été testée pas sur 10 rats, pas sur 5 rats, mais sur 3 rats. Et sur ces 3 rats, ils ont eu des résultats non concluants. Bon, c'est pas très étonnant quand on n'a que 3 points pour une mesure. Et donc, à partir de ce moment-là, ils disent, eh bien, on va tester sur des cellules humaines, et ils choisissent une sous-population de globules blancs humains. Et là encore, eh bien, devinez combien de cellules de volontaires sains ils choisissent? Eh bien, encore seulement 3. Et ils obtiennent encore des résultats non concluants avec des points disparates sur leur courbe. Et là, ils se disent, eh bien, nous n'allons pas sacrifier plus de rats, nous verrons bien ce que ça donne lors des essais cliniques. Je vous laisse donc conclure ce que cela signifie. Merci Carole sur cette grande expérimentation à ciel ouvert. Alors, je crois que c'est un des éléments du... Juste, je donne la référence, c'est les documents qui ont été fournis par Pfizer au TGA, qui est l'équivalent de la FDA, mais en Australie. Voilà. C'est les documents du TGA Australie. Voilà, vous savez, c'est un petit mot de légèreté que je vais rajouter sur ces trucs qui sont assez lourds, mais vous savez qu'il y a quelque chose qui apparaît qui s'appelle le xénogenre. C'est-à-dire vous pourriez être une table, une assiette, mais je crois que nous sommes tous des cobayes. Je suis xénogenre cobaye. Alors, vous avez entendu un mot aussi dans la présentation d'Hélène. Elle a dit que le financement avait été fait par la DARPA. Pourquoi le DARPA? Si vous tapez sur Wikipédia, ce qui est le réflexe habituel, vous verrez que c'est le département de recherche américain de la défense américaine, en vue de développer des éléments de santé. Non, en vue de développer des armes. Ah, mais le DARPA, il finance pas la santé, il finance pas la médecine, il finance pas rien de tout ça. Il finance des armes.
Les Américains sont beaucoup plus chauds que nous sur ce sujet-là. Hein. Je peux vous dire que quand on a discuté avec les Américains au Parlement européen la semaine dernière, eux, voilà, ils commencent à montrer les financements des universités américaines par le DARPA, les financements de toutes les firmes pharmaceutiques, de tous les fonds de financement par des trucs philanthropiques, vous savez, Bill et Melinda. Et donc, je pense que ça peut faire une transition avec ce que tu vas nous présenter. Et Oui, donc on accueille Jean-Michel Jacquemin-Raffestin, qui est donc journaliste d'investigation et auteur. Bonjour, merci. Alors, si Alexandra vous a dit qu'elle était intimidée tout à l'heure, je vous laisse imaginer moi, qui ne suis pas scientifique, comment je peux être intimidé d'être ici. Surtout avec Alexandra, qui est une des 2 femmes qui m'a donné l'envie de plonger dans le dossier pour faire éclater la vérité. Et j'ai eu la chance que la 2e femme, je la rencontre, elle est devenue une amie depuis, et c'est Martine Bonner qui a préfacé mon livre, alors qu'elle ne me connaissait pas. Donc j'ai vraiment été très chanceux. Alors comment en sommes-nous arrivés là? Sincèrement, nous venons de vivre une période d'épidémie de maladies infectieuses des plus mensongères comme on n'avait jamais vécu, des mensonges discontinus par le président, par les ministres, par les organismes d'État, par les scientifiques payés par les laboratoires, par les médias. Bon, il faut quand même bien reconnaître qu'aujourd'hui, dans les médias mainstream, on n'a plus de journalistes, on a tous que des porte-paroles du gouvernement. Je crois qu'ils veulent tous imiter Simbet. Et donc, depuis 3 ans, nous vivons dans les mensonges. Alors, comment sommes-nous arrivés là? Alors, ça a commencé il y a très longtemps, mais il faut bien prendre une date de départ. Donc, on va partir de Monsieur Obama. Barack Obama, quand il était président, il a signé une loi qui viole le traité de Nuremberg. Oui, je sais, ça fait mal. Obama, prix Nobel de la paix, qui a fait cette guerre, mais enfin bon, passons. Il a violé le traité de Nuremberg, qui est une loi internationale et qui indique qu'on ne peut pas faire d'expérimentation sur un individu sans son accord. Seulement, donc il a signé cette loi-là. En cas d'urgence, on peut. Seulement, il y avait une loi qui était antérieure et qui expliquait qu'effectivement, on pouvait prendre un produit expérimental à condition qu'il n'y ait pas un produit déjà qui guérisse. Or, il y avait l'ivermectine et l'hydroxychloroquine. Donc, monsieur Anthony Fauci a interdit l'hydroxychloroquine. Le problème, c'est que dans la revue du NIH, la revue de virologie, en date du 22 août 2005, il y a un article dont j'ai mis la photo dans mon livre qui explique que l'hydroxychloroquine est un excellent inhibiteur pour le coronavirus. Bon, et ça, il l'avait oublié. Et puis ensuite, il restait l'ivermectine. Alors, ça a permis aussi à Madame Buzyn d'interdire chez nous l'hydroxychloroquine. Je ne sais pas si vous avez entendu sa réponse en commission quand elle était interrogée. Elle a dit que j'ai interdit l'hydroxychloroquine parce que c'est pas très bon pour la santé de prendre trop de médicaments quand même. Dixit, hein, vous pouvez retrouver si vous cherchez. Et il restait l'ivermectine. Alors l'ivermectine, c'est l'OMS qui s'en est chargé. Vous savez que l'OMS, il faudra avoir le temps d'en parler vu ce qu'il nous prépare pour la semaine prochaine. L'OMS a le droit de dire si un médicament est bon ou de refuser un médicament. Donc la numéro 2 de l'OMS, qui s'appelle Soumya Swaminathan, elle est indienne, elle a interdit l'ivermectine. Alors par contre, en Inde, c'est un pays un petit peu barbare, j'y ai vécu 5 ans. Donc eux, ils n'ont pas traîné. 2 mois après, elle avait déjà un procès. Mais l'Inde, c'est comme les États-Unis, ce sont des États fédéraux. C'est-à-dire que vous avez des États où ils font ce qu'ils veulent au niveau de la santé. C'est selon la personne qui gouverne l'État. Donc vous avez 2 États dans le sud, le Kerala et le Tamil Nadu, qui ont effectivement interdit l'ivermectine. Et puis les autres États, ils ont utilisé. Moi, j'ai vu j'ai interrogé des médecins à Goa. Nous, on s'en fout. On a continué avec l'ivermectine. Elle l'a interdit en mars 2020. Au 31 août, le Kerala, qui représente 3% de la population indienne, avait 50% des cas de Covid dans le pays. Et au nord-est, vous avez l'État du Uttar Pradesh, qui a 240 millions d'habitants,
les 3/4 de la population américaine, ils avaient 199 cas au 30 septembre. Ils ont eu les félicitations de l'OMS, qui les a félicités pour leur tenue. Vous n'avez rien trouvé dans les journaux, hein, François, le Figaro, tout ça, personne n'en a parlé, sauf François en France. Et curieusement, donc vous comprenez aujourd'hui les propos du professeur Perron, qui n'arrête pas de défendre l'ivermectine, bien sûr, et qui parle souvent de l'Inde. Bah oui, effectivement, c'est un bon exemple. Et puis on peut défendre également le professeur Raoult, que je défends dans toutes mes interviews, parce que je ne vis pas en France, je vis pas en métropole, je vis à La Réunion, et donc je mange le midi avec le décalage horaire en regardant Pascal Praud. Je vous dis pas qu'il y a des fois ça me coupe l'appétit, mais bon, il y a des choses qui sont même très intéressantes, et j'ai vu un jour un philosophe, insulter le professeur Raoult en disant que son médicament, ça valait pas, je sais pas si vous l'avez vu, ça valait pas mieux qu'une pastille Valda. Bon, il est vrai que M. Enthoven, ce jour-là, c'est pas une pastille Valda qu'il avait pris dans le nez, hein, on est d'accord là-dessus. Mais franchement, inviter des gens comme ça qui n'ont aucune connaissance scientifique, il y en avait un autre qui reçoit très souvent, Jean-Claude Dacier, c'est quand même un homme intelligent. Il faut voir la promotion qu'il a fait pour le vaccin, c'est incroyable. Et je l'ai entendu dire, il faudrait quand même des tombereaux d'effets secondaires pour qu'on commence à s'inquiéter. Bon, vous allez sur Eudravigilance, il y a quand même un nombre de décès reconnus qui est important. Alors que si vous regardez les faits, le texte de Lazarus, Harvard Lazarus, sur les retours d'effets secondaires, pour les vaccins, il y a 1% à peu près des vaccins des effets secondaires qui sont enregistrés. Donc vous imaginez, avec le chiffre officiel d'Eudravigilance, si vous remettez ça à un pourcentage réel. Sans compter qu'en France, 2 enfants meurent avec une pizza, on retire toutes les pizzas. Voilà. Alors, comment en sommes-nous arrivés là, quand même? Eh bien, l'année dernière, vous avez une lanceuse d'alerte qui s'appelle Brooke Jackson, qui a fait un procès à Pfizer. Et le jour du procès, les avocats sont arrivés en disant « Mais il ne peut pas y avoir de procès ». Ah bon, pourquoi? Ben non, parce que l'État était au courant. L'État savait. Et finalement, le 22 octobre, elle a été déboutée avec un texte. Nous n'étions aucunement obligés de procéder à des essais cliniques valides, ni de prouver la sécurité et l'efficacité du produit à qui que ce soit. Nous n'avons jamais eu à obtenir d'autorisation de la FDA selon les lois normales de l'orientation de l'industrie, car il s'agissait d'un prototype. Et on en revient à ce que nous annonçait Louis tout à l'heure. C'est tout simplement une arme biologique. Et l'armée n'a absolument pas besoin de demander des autorisations. Donc, bien sûr, il y a eu des essais qui étaient bâclés parce qu'ils en avaient absolument rien à faire d'avoir des résultats corrects, puisqu'ils savaient que de toute façon, ils allaient pouvoir imposer cette injection. Donc, la FDA a forcément accepté, et puis ils ont imposé ça aux autres pays, et l'Europe a été forcée d'accepter cette injection, comme vous l'a expliqué précédemment. Et donc, c'est bien une arme biologique, c'est fait par l'armée. D'ailleurs, si vous vous rappelez, notre cher président a mis le secret défense dessus. Hein. Et puis, le DOD américain, le Department of Defense, ben, il chapeaute quand même le NIH et puis les CDC. Donc, on en revient à ce que disait Louis, comment les CDC peuvent dépendre du département de défense américain. Donc, ben, voilà où nous en sommes arrivés. Et je sais, ça paraît monstrueux, mais on m'a dit un jour, quand je parlais des choses du mal, parce que je suis maître Reiki, et j'étais avec un sage qui me dit, mais les forces du mal ont un accord avec le divin, ils doivent annoncer ce qu'ils vont faire pour que les gens ne puissent pas dire, ah ben, on savait pas, on n'était pas au courant. Mais force est de constater que depuis des années, on nous l'annonce. Même nous avons notre cher Bill Gates, celui que certains prennent pour un philanthrope. Marquez, c'est les mêmes qui prennent Patrick Cohen pour un journaliste.
Donc, vous avez notre cher Bill Gates, ça fait 12 ans, 15 ans qu'il nous annonce ça. Et si vous connaissez la vie de Bill Gates, la famille de Bill Gates, du grand-père au père, ce sont tous des eugénistes. Le grand-père faisait partie de l'association Parenthood. Le père de Bill Gates, c'est celui qui a mis le planning familial en place aux États-Unis en disant que les êtres humains, finalement, c'était des êtres sans cerveau et qu'il fallait s'en débarrasser, en diminuer la population. Donc, nous sommes prévenus depuis très longtemps. Je crois que j'ai dépassé mon temps, c'est ça? Ben voilà. Eh bien, écoutez, demain, Vincent fait des tables d'une durée d'1 heure. Donc moi, je vais en faire 3. Si vous voulez participer, venir avoir des renseignements, parce que j'ai pas eu le temps de vous parler de l'oxyde de graphène. C'est assez intéressant. Pour ceux qui ont un vieux téléphone, 2017, 2018, qui n'a pas été mis à jour, je vous invite à brancher votre Bluetooth quand vous êtes au restaurant, quand vous êtes dans le train, quand vous êtes dans l'avion, et vous verrez le nombre de personnes vaccinées. Ils ont tous un code. Donc ceux qui sont intéressés, on se revoit demain après-midi. Merci à vous. Alors moi, je suis gêné des interventions qui cherchent à trouver les intentions ou les motifs. Et je rappelle qu'ici, c'est une agora. Ça ne veut pas dire qu'on est tous d'accord avec ce qui vient d'être dit. Ça ne veut pas dire que le CSI est d'accord avec ça. Ça ne veut pas dire que chacun d'entre nous, de même qu'avec les politiques qui sont passées tout à l'heure. Et c'est important ça parce que il va falloir à un moment trouver une histoire commune. Et cette histoire, il faut qu'elle soit acceptable. Et là, je vous invite à réfléchir, qu'est-ce qui est acceptable pour votre beau-frère? Qu'est-ce qui est acceptable pour votre fille? Qu'est-ce qui est acceptable pour votre médecin traitant habituel? Si vous partez trop loin, d'emblée, vous serez disqualifié. Et prenez conscience que la parole publique est une parole stratégique. Il y a une différence entre l'intime et le privé. Vous ne pouvez pas tout dire et n'importe quoi en public. Vous devez faire attention à ce que vous dites. La chose importante que je retiens, moi en tout cas, malgré toutes les choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord, c'est l'idée que le DARPA est le financement. Et que ça doit nous poser question sur le financement des universités américaines, le financement des universités françaises, le financement de la recherche médicale aujourd'hui, qui est majoritairement aux États-Unis, financée par le complexe militaro-industriel. Voilà. On va passer à un sujet extrêmement important, à mon sens, qui est celui du consentement. Et on a la chance de recevoir Amine, qui est vraiment très calé sur le sujet. Merci. Merci. Donc je remercie l'ensemble des membres du Conseil scientifique indépendant et l'ensemble des organisateurs de cet événement. Je suis impressionné par cette organisation. Et donc je vais profiter de cette occasion pour vous donner des outils, comme d'habitude. J'espère qu'en sortant, au bout d'un quart d'heure, j'espère ne pas dépasser un quart d'heure, que vous soyez armés pour que si certains d'entre vous ont fait le mauvais choix selon eux, s'ils estiment qu'ils ont fait le mauvais choix, que cette expérience ne se reproduise plus pour eux. Donc, le premier point dont je vais vous parler, donc vous avez compris, on devrait d'ailleurs inventer des conférences où le public ne voit pas qui intervient. Parce que cette expérience du Covid nous a montré que des personnes, a priori, qui ne sont pas sur la même ligne de pensée, eh bien, peuvent se rejoindre sur tel ou tel sujet. Et donc là, vous avez compris que le sujet qui nous réunit aujourd'hui fait appel à des questions
d'ordre philosophique, politique, économique, mais surtout médical, pharmaceutique et juridique. Et donc moi, en tant que pharmacien et aussi juriste, en droit de la santé notamment, je vais me concentrer sur un point particulier qui vous concerne directement, sur une liberté fondamentale. Donc, cette liberté fondamentale est le consentement. Ensuite, je vais vous présenter un état des lieux, parce que pour dessiner les plans d'action pour l'avenir, il faudrait qu'on fasse un rapide état des lieux de ce qui s'est passé. Et comme ça, moi, je ne veux pas conclure à votre place, il faudra que chaque personne tire ses propres conclusions. Et c'est pour ça que je suis parfois lent et je privilégie une méthode analytique. Donc, je vous propose des éléments et à vous de conclure. Donc, quand il y a un conflit sur un sujet notamment d'ordre scientifique, la règle qui nous a toujours été enseignée, c'est qu'on revient aux fondamentaux. Et comme nous sommes dans un pays civilisé, un pays de droit, il y a une règle de droit, et c'est cette règle-là que j'aimerais vous rappeler avant de vous présenter le constat qui a été fait par les autorités sanitaires et politiques françaises, notamment, et vous démontrer les conclusions de ces mêmes autorités et la communication qui a été utilisée en direction de la population. Et ensuite, il sera facile de tirer les conclusions et par conséquent, vous serez moins vulnérable. Donc, la vulnérabilité ne se limite pas à l'âge de la personne ou à l'état de santé. Ne pas pouvoir accéder à une information indépendante, vérifiable, je ne vous demande pas de me croire sur parole, je vous demande après d'aller vérifier ce que je vous dis. Et pour que vous puissiez vérifier ce que je vous dis, je dois vous donner des sources. Et la première, donc ne pas pouvoir accéder à une information indépendante, est la première des pauvretés, des inégalités et des vulnérabilités. Et vous avez, j'espère, pu le vérifier avec ce qui s'est passé. Et ce consentement, depuis la loi Kouchner de 2002, du 4 mars 2002, le souverain, c'est vous. C'est la personne. Je vous épargne les numéros d'articles, mais le Code de santé publique, dans la partie législative, dans la loi, dit c'est la personne qui prend la décision, une fois que les professionnels, notamment le médecin, les a informés. Donc, la conjugaison du verbe « prend », la personne prend, vous avez une part de responsabilité dans ce que vous décidez de prendre comme médicament ou pas. Et donc, par conséquent, vous avez votre mot à dire. Donc, je vais vous livrer quelques éléments qui vous permettent de poser des questions à votre médecin et à votre pharmacien lorsque ces derniers veulent vous proposer un nouveau médicament. Et c'est d'autant plus important que, comme l'a rappelé M. Philippot tout à l'heure, nous avons appris que notre ministre de la Santé actuel a déclaré sur Sud Radio, il y a quelques jours, que des médicaments qualifiés d'innovants vont pouvoir bénéficier d'un industriel pourra les distribuer dans la population sans autorisation de mise sur le marché. Donc c'est d'autant plus important que cette information, vous allez voir, c'est le début de la protection du consentement. Le consentement, c'est le pont, le lien qui unit l'information que vous recevez à la sauvegarde de la dignité de la personne humaine. C'est vraiment le lien. Et ce consentement repose sur un principe qui est protégé par notre droit, qui est le principe d'inviolabilité du corps humain. Vous connaissez les atteintes au corps humain, blessures involontaires, volontaires, homicide volontaire, involontaire. On ne touche pas au corps humain. Donc le principe, c'est l'inviolabilité du corps humain. L'intervention médicale n'est que l'exception. Ça, il faut bien le retenir. Et on ne peut intervenir le médecin ne peut intervenir sur un corps humain que sur certaines conditions, dont certaines ont été rappelées par Maître David Guyon, l'avocat, ce matin. Alors, notre droit, c'est quoi notre droit? Notre droit, c'est pas uniquement le droit national. Il y a le code pénal, le code civil qui protège le corps humain, mais il y a aussi, surtout, la Constitution,
au-dessus de la loi. Et après, il y a le droit européen et les conventions internationales. Donc, il y a des principes. Il y a une primauté du droit européen sur le droit national. Et donc, le droit national et le droit européen doivent être en harmonie. Il ne doit pas y avoir de contradiction. Et donc, une loi, il y a une époque qui a rendu la loi sacrée. Cette époque est finie. La loi n'est pas sacrée. La loi doit être conforme à la Constitution maintenant. D'accord? C'est pour ça que le Conseil constitutionnel a été créé. C'est pour contrôler le comportement politique et notamment le comportement du Parlement. Donc, pour protéger votre consentement, votre liberté fondamentale, cette liberté fondamentale, tout repose sur l'information qu'on va vous donner. Et là aussi, la loi est claire. L'information doit être claire, loyale et appropriée et pérenne. Alors, qui doit vous donner? On a parlé des laboratoires, on a parlé des industriels, des organes, l'OMS, etc. Moi, je veux parler, ce que je considère, et cette théorie, je l'ai développée dès 2013, ceux qui doivent protéger les patients, les personnes en général, ce sont les médecins et pharmaciens. Parce que ce médecin et ce pharmacien notamment, ils ont une obligation d'information qui pèse sur eux. Donc, c'est à eux d'informer le patient, mais quel type d'information, quels sont les caractères, quel est le champ d'application de cette information, qu'est-ce qu'il doit vous dire exactement, et par conséquent, quelles sont les questions que vous pouvez poser à votre médecin si vous voyez que votre médecin vous propose un nouveau médicament, mais qu'il ne vous informe pas outre mesure. Donc, il y a des critères, et ces critères, ce n'est pas moi qui les invente, c'est la loi, et c'est aussi ce qu'on appelle la jurisprudence, c'est-à-dire les décisions de la justice. C'est dans les décisions de justice. Donc, cette information doit toujours vous présenter le risque du médicament en perspective du bénéfice attendu. On ne peut pas vous parler que du bénéfice ou que du risque. On doit vous parler du risque et du bénéfice. L'utilité, le médicament peut être efficace, mais est-ce que c'est utile pour vous? Les incertitudes, les zones d'ombre, parce qu'on ne le sait pas encore. D'autant plus si les médicaments sont rapidement mis sur le marché. Les bonnes pratiques de pharmacovigilance ont consacré un chapitre, le chapitre 7, vous pouvez le vérifier sur Internet, vous tapez bonnes pratiques de pharmacovigilance et vous allez voir le chapitre 7 à la fin, qui concerne les bonnes pratiques de communication des actions du public. Eh bien, ces bonnes pratiques de communication nous disent que l'information doit être objective et non trompeuse. Le code de déontologie des médecins nous dit que le médecin a l'obligation de vous délivrer une information claire, loyale et appropriée. Le code de déontologie des pharmaciens vous dit que l'information doit être véridique. Aucun caractère promotionnel, c'est interdit. Je vous rappelle, pendant que je vous dis ça, souvenez-vous de ce qui s'est passé sur les plateaux télé. Pas de limite de durée, ça c'est important. Pérenne, c'est-à-dire on vous administre un médicament, et puis après l'administration, votre traitement est terminé, on découvre un nouvel effet indésirable qui est apparu après. Normalement, la loi oblige les professionnels à vous rappeler, à vous informer qu'il y a un risque, par exemple, ce qui s'est passé avec les vaccins, risque de myocardite qui est apparu quelques mois après la commercialisation. Et donc, pourquoi on doit vous rappeler? Parce que ça permet d'anticiper la réalisation du risque. Avant d'arriver à la crise cardiaque, eh bien, puisqu'on sait qu'il y a un problème de myocardite et de myocardite, on appelle les personnes, il y a peut-être un risque, peut-être le médecin va lui proposer un bilan pour le rassurer ou pas. Mais en tout cas, c'est une obligation. On dit que l'information est pérenne. C'est-à-dire qu'on doit appeler la personne si un risque nouveau apparaît. Sur les risques, la loi et les juges sont clairs. Depuis 2016, tout est fixé. On a l'obligation de vous informer sur les risques d'effets indésirables fréquents ou sur les risques graves, même exceptionnels. C'est quoi un effet indésirable grave? Là aussi, on ne parle pas de sévère, mais grave, parce que le mot grave est défini par la loi aussi, par le Code de santé publique. C'est un effet indésirable fatal. Bon, là, c'est trop tard. Un effet indésirable qui entraîne la mise en jeu d'un pronostic vital, qui peut conduire un patient en réanimation, par exemple. Et surtout, ce qu'on voit le plus fréquent, c'est un risque qui conduit à l'hospitalisation.
Et puis après, nous avons aussi les risques de séquelles, lorsqu'il y a des risques de séquelles, d'invalidité, et les risques de malformation congénitale chez les bébés lorsque les mamans ou les papas, on oublie souvent, mais il y a aussi des risques de malformation congénitale lorsqu'un traitement est pris par l'homme. Donc ça, ce sont des obligations réglementaires, jurisprudentielles, définies par la loi et par les juges. Voilà ce que... Donc quand vous allez voir votre médecin, vous pouvez lui demander, est-ce que vous pouvez me dire quels sont les effets fréquents, quels sont les effets graves, quel est le bénéfice? Le bénéfice, c'est aussi important. Ce qui nous intéresse en traitement, les vrais bénéfices, c'est est-ce que ça réduit, est-ce que je vais moins mourir? Est-ce que ça réduit la mortalité? Est-ce que ça va empêcher mon hospitalisation? Est-ce que ça va empêcher les complications d'un diabète, par exemple, pour un nouveau médicament pour le diabète? Si le médicament se contente de baisser le taux de sucre dans le sang et que ça n'empêche pas les complications ou la mortalité, c'est pas un médicament intéressant. Si un médicament, on ne sait pas comment il marche, mais il a été testé et il a un effet bénéfique, eh bien, c'est un médicament intéressant. Ce qui compte, c'est l'effet final chez le patient. Et c'est un point important ce que je vous dis là, parce que ce qui s'est passé aussi dans la crise du Covid, c'est qu'ils sont un peu basés sur des raisonnements théoriques, sur des modélisations, et ça, on le sait depuis des années. De nombreux scandales sanitaires sont apparus parce qu'on s'est basé sur des raisonnements théoriques. C'est-à-dire quand on teste un médicament chez l'animal, et après, donc chez l'animal ou dans un laboratoire, dans une boîte de pétri ou dans un tube à essai, le médicament, il est vraiment efficace. Tout est logique, mais c'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant parce que la vraie preuve, c'est quand on passe chez les personnes. Parce que nous ne sommes pas égaux face aux médicaments. Et la seule preuve valable que le médecin doit tenir compte, c'est les preuves qu'on obtient après quelques années d'évaluation, une dizaine d'années en moyenne à l'époque. Et même, moi, on m'a toujours enseigné qu'un médicament qui a été testé pendant 10 ans, on doit toujours le considérer comme un médicament insuffisamment évalué, mais je n'ai pas le temps de développer, il faut des heures et des heures pour vous expliquer pourquoi. Donc retenez que ce qui compte, ce n'est pas le nombre d'injections à un temps donné. On a injecté 3 milliards de personnes, c'est comme un avion, 400 personnes embarquées, mais il faut voir s'ils vont arriver à la destination. Donc ce qui compte, c'est la durée incompressible du vol, du voyage, et donc de l'évaluation. Donc, toutes les techniques, l'innovation est importante. Mais l'innovation, elle ne remplacera jamais cette durée incompressible d'évaluation. Donc, je vous alerte, parce qu'il y a toujours des surprises lorsqu'on passe de la technologie, du raisonnement théorique à la vraie vie. Et ce qui s'est passé, donc tout ce que j'ai mis en évidence, ce sont des données qui sont extraites. Donc là, ce que je vous ai dit, c'est la règle de droit. Et là, on va essayer de l'appliquer. Je vous fais l'état des lieux rapidement de ce qui s'est passé, mais vous connaissez, hein, je vous envoie à mes anciennes présentations. Les sources sont celles officielles. Autorisation de mise sur le marché, validée par le laboratoire et par l'Agence européenne du médicament. Les documents du ministère de la Santé, l'ANSM, l'Agence nationale de sécurité du médicament, la Haute Autorité de Santé, je peux vous citer d'autres, mais tout ce que je vais vous dire sont extraites de ces données. Dès décembre 2020, je vous ramène à décembre 2020, parce que moi j'accorde une importance avant la réalisation des effets indésirables. Qu'est-ce qui s'est passé avant la prescription des vaccins? Fallait-il proposer ces médicaments ou pas? Je ne répondrai pas à la question, vous répondrez chacun à la question. Ce qui est inédit, c'est que ces vaccins ont été autorisés alors que la composition même n'est pas complètement finalisée. Et ça, c'est un point fondamental. C'est comme si on lançait une fabrication d'une série de voitures nouvelles et on n'a pas complètement défini les matériaux de sécurité qui vont rentrer dans la composition du frein, des pneus, etc. Un médicament, c'est comme une voiture. Un médicament se conduit. Donc il part du laboratoire vers le patient. Mais il y a un chemin à traverser. C'est comme une voiture. Point A, point B. Mais il se conduit. Les conducteurs, c'est le médecin et le pharmacien essentiellement. Et si vous voulez, ces médecins et ces pharmaciens, ils ont de l'information. Ils ont un tableau de bord
Et c'est sur la base de ce tableau, c'est comme un pilote d'avion aussi, un tableau de bord qui leur dit, voilà, ça c'est le feu vert, ça c'est le feu rouge, etc. Et vous imaginez un carrefour où vous avez un feu qui vous affiche le rouge et le vert en même temps. Imaginez ça, ce qui va se passer après. Ou un jour vous avez un stop, le lendemain vous avez voie libre. Pour les 4 voies du carrefour, c'est le carambolage assuré. Et l'avion, je ne vous en parle même pas. Donc n'oubliez pas que, au lieu d'accuser le produit c'est un produit inerte. Si vous le posez sur une table, il ne va pas s'injecter tout seul. Donc ce sont le médecin et le pharmacien. C'est le médecin qui commence la prescription. Le médecin, c'est lui qui va démarrer la voiture. Et après, il y a le copilote, le pharmacien, qui doit contrôler. C'est le pilote, c'est le conducteur, le médecin. Il a bien fait les choses, il ne s'est pas trompé, etc. Il a l'obligation de l'alerter. Le rôle du pharmacien, ce n'est pas de prescrire à la place du médecin, mais le rôle du pharmacien, c'est une barrière de sécurité supplémentaire qui permet de protéger le patient, mais aussi préserver la responsabilité pénale du médecin. Donc le Code de santé publique a très bien organisé ce binôme, cette aide mutuelle, parce que nous avons des formations complémentaires, et malheureusement, quand il y a un accident, eh bien, c'est que ce bouclier protecteur ne s'est pas produit, enfin, n'a pas assumé, enfin, n'a pas accompli son rôle. Les essais cliniques mis sur le marché, la Haute Autorité de Santé nous disait en décembre 2020, recul sur les essais 1 mois et demi. L'essai clinique. Bon, tout le monde a compris maintenant que l'essai clinique n'avait pas apporté la preuve d'une efficacité sur la transmission virale. D'accord? Mais il faut savoir que c'était la même chose pour les formes graves. En décembre 2020, aucune preuve n'a été apportée sur les formes graves. Donc, peu ou pas de données chez les plus de 75 ans, chez les immunodéprimés, chez les femmes enceintes, les femmes qui allaitent, les enfants. Pour autant, vous avez vu ce qui s'est passé, obligation vaccinale généralisée, une obligation, 5 minutes et je termine. 2. Oui, dis le chef. Une obligation par la loi pour les professionnels que vous connaissez, une véritable exclusion de l'espèce humaine, parce que lorsqu'on porte atteinte à la dignité de la personne humaine ou consentement, ça revient à exclure la personne de l'espèce humaine. Une chose a un prix, l'être humain a une dignité. C'est la différence. Des professionnels exclus de façon extrajudiciaire sont au mépris de tous les droits de la défense, alors que la loi, l'obligation, n'a jamais à ce jour été soumise au contrôle de constitutionnalité. Le Conseil constitutionnel a détourné le regard, il ne l'a pas contrôlé. Et il n'y a pas eu de contrôle de conformité de cette loi avec le droit européen. Et une obligation générale pour la population, selon les termes de notre ancien ministre de la Santé, une obligation déguisée via les passes sanitaires et vaccinales. La pharmacovigilance a commencé. La phase 4, c'est la pharmacovigilance, la surveillance des effets indésirables. Mais la phase 3 n'était pas terminée, inédit aussi. Des obstacles à la déclaration de pharmacovigilance. Nouveau. On appelle des professionnels qui appellent à ne déclarer que les effets graves ou inattendus. Mais la loi dit qu'il faut déclarer tout effet indésirable. Et lorsque l'accident arrive, la méthode d'imputabilité officielle n'est pas respectée. La méthode dit quoi? Lorsqu'on a un effet indésirable, notamment grave, un décès, un problème de cécité, de surdité, lorsqu'on trouve aucune cause certaine qui permet d'expliquer cet effet indésirable, la conclusion est on ne peut pas exclure le rôle du vaccin. Ce qu'ils ont fait, on a plusieurs décès de causes inconnues, publiés par l'Agence française du médicament. Conclusion, on ne peut pas écarter le rôle du vaccin. On ne peut pas retenir le rôle du vaccin alors qu'ils auraient dû mettre on ne peut pas exclure le rôle du vaccin. Donc, c'est-à-dire que même une présomption simple de causalité, on leur a refusé. Des gens qui ont fait confiance et ils ont été trempés, et lorsqu'ils sont face à un effet indésirable, ils sont marginalisés. C'est ce qu'avait retenu l'OPEX, l'Office parlementaire d'évaluation des sciences scientifiques et technologiques, qui est venu confirmer tout ce que je vous dis. Un abandon des personnes vaccinées
Et je... Est-ce que C'est bon, j'ai fini, j'arrive à la dernière. Il y a madame la sénatrice Laurence Muller-Brom m'a fait une blague tout à l'heure. Eh ben, j'aimerais lui rendre aussi hommage parce que cette femme est exceptionnelle. Et je vous rappelle ce qu'elle a. Vous pouvez vraiment... J'étais assis à côté d'elle au Sénat et elle rappelle un truc incroyable. Elle prend le journal, des informations publiées par le journal Le Monde, donc c'est pas un journal critique et complotiste, et elle fait découvrir à l'Assemblée que plus de 4000 enfants âgés de moins de 5 ans ont été vaccinés avec des doses adultes, mais sans autorisation de mise sur le marché délivrée par les autorités. C'est-à-dire que vous avez des professionnels qui se sont autorisés à administrer ces produits à des enfants de moins de 5 ans. En conclusion, vous avez compris, non mais c'est important, vous avez compris, vous pouvez tirer les conclusions, il y a eu un décalage. Ce qui est inédit, c'est qu'il y a eu un décalage entre le constat des autorités et ce qu'ils ont décidé. Il y a eu un décalage entre ce que la loi demande et ce qui a été fait. Et ça peut même coûter au produit lui-même la qualification juridique de produit défectueux. Donc il y a des avocats, ils peuvent le confirmer. Et le fait que vous soyez mal informé aussi, c'est une responsabilité de plein droit du laboratoire. Même si le laboratoire n'est pas responsable, je l'ai rappelé au Sénat, je suis désolé, mais le laboratoire, quand vous lisez l'autorisation de mise sur le marché, il a souligné tous les manques de données dont il a eu connaissance. Je supprime pas sa responsabilité, mais le laboratoire a été plus prudent que le gendarme du médicament. Et puis, je terminerai sur ce point-là, parce que c'est votre protection. Tout ça ne serait pas arrivé si le médecin et le pharmacien avaient mis en action ce qu'on appelle l'indépendance professionnelle. Il faut savoir qu'un médecin... Un médecin, pharmacien, on n'a pas de supérieur hiérarchique lorsqu'il s'agit de notre évaluation d'un dossier d'un médicament. Nous avons l'obligation, ce n'est pas un choix que nous avons fait, ça nous est imposé par la loi et par les ordres professionnels dans leurs écritures. Donc l'ordre des pharmaciens nous envoie des documents où ils nous demandent de s'opposer à des choix, qu'ils soient publics ou privés, qui vont à l'encontre des intérêts des patients et des personnes. Et même si ces choix sont faits par le gouvernement. Et même dans notre relation, si Louis Fouché était mon chef de service, il n'a rien à me dire si je suis en train d'analyser un dossier. Il n'y a aucun pharmacien qui peut donner un ordre à un autre pharmacien, même si c'est le chef de service. Le chef de service s'occupe de l'organisation du service. Mais lorsqu'un chirurgien opère, on ne lui prend pas la main pour opérer. Eh bien, c'est la même chose pour les médicaments, pour l'information. Quand un pharmacien ou un médecin informe, c'est sous sa responsabilité personnelle, pénale notamment. Et donc, pourquoi cette indépendance professionnelle? L'ordre des pharmaciens l'a expliqué, parce que c'est pas fait pour le contrôle, pour le confort du praticien, mais c'est fait pour la protection du public et pour garder sa confiance. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Amélie. Merci beaucoup, Amine. Merci pour tous les courageux qui ont parlé. Alors, je rappelle qu'ici, effectivement, les gens parlent beaucoup parce que c'est une agora, c'est-à-dire que c'est une place publique sur laquelle les gens viennent parler et on a le droit de ne pas être d'accord entre nous. En tout cas, moi, je voudrais remercier tout le monde. On est très, très, très en retard, vous le savez. Et donc, on va faire une pause parce que c'était prévu. Il y avait 20 minutes qui étaient prévues. On va être obligé de raccourcir à 10 minutes. Donc, vous avez le droit d'aller respirer. Puis après, vous revenez vite. Parce que, moi, je demande juste que quand on descend de l'estrade, cette table ronde, c'était sur la réalité des vaccins.
Et je vous propose que vous partiez prendre l'air en silence, dans un silence de respect profond pour toutes les hommages, en hommage aux victimes. Je pense évidemment notamment à Maxime, Mélanie et Sophia, que nous soyons donc en silence parce que cette société est très bruyante et je pense que ça nous fera à tous grand bien. Merci à eux. Merci beaucoup. Donc on reprend dans 10 minutes, s'il vous plaît.